Hello there. Hey, bonjour tout le monde, c'est Mers. Bienvenue à ce cours de la 8e semaine en serveur web. Cette semaine, on va avoir un petit peu de théorie pour vous parler de l'orienté objet qu'on peut utiliser en PHP. Donc, tranquillement, pas vite, on va terminer un petit peu là, la théorie sur le code PHP. Donc, l'orienté objet, comment faire un petit peu d'orienté objet. Je ne vous demande pas d'être des spécialistes en orienté objet, mais la première partie, on va parler un petit peu de l'orienté objet en PHP. Puis je vais vous faire quelques petites démonstrations là-dessus qui ne sont pas vraiment compliquées. Puis ensuite de ça, je vais vous parler d'un CMS qui s'appelle WordPress, que vous auriez pu utiliser pour faire le projet web. Mais les années passées, on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup de formations à faire pour WordPress, puis on perdait beaucoup de temps sur le site web là-dessus. Donc, c'est pour ça que je vous le présente dans cette période-ci de la session, un petit peu plus tard dans la session. Je vais vous présenter WordPress, vous allez pouvoir mettre ça dans votre CV. Vous allez comprendre un petit peu comment fonctionne WordPress, puis je vais vous faire une toute petite démonstration à la fin pour vous montrer que ce n'est pas vraiment compliqué à utiliser. Puis, ça va être la matière pour aujourd'hui. Pour ce qui est du laboratoire de cette semaine, vous avez du temps pour travailler sur votre projet web. Pour le reste de la session, je vais essayer de vous donner le plus de temps possible pour travailler sur votre projet web. Donc, il va y avoir un cours théorique aujourd'hui qui va compter pour les 2 cours théoriques. Donc, imaginez que ça, c'est le premier cours théorique. Puis, pour le 2e cours théorique, je vous laisse du temps pour travailler sur le projet web. N'oubliez pas de venir me rencontrer sur les heures de laboratoire si jamais vous avez des questions. Donc, on y va pour la première partie. Bon, on va commencer avec la partie orienté objet en PHP. Donc, en PHP, c'est possible de faire de l'orienté objet. Pour faire de l'orienté objet, il faut avoir des notions d'orienté objet, évidemment. Votre génération, je pense que vous avez appris à programmer en orienté objet déjà dans votre première année au cégep. Moi, il a fallu que je l'apprenne en cours de route. Donc, en PHP orienté objet, c'est un petit peu la même chose que dans tous les autres langages. Donc, on va rester quand même, comme c'est écrit dans le texte qui est ici. En passant, les notes de cours ont été faites par un de mes anciens étudiants qui a fait un stage sur le PHP en orienté objet. Donc, j'ai eu sa permission d'utiliser ces notes de cours. All right. Donc, en orienté objet, tout ce qu'on va faire, c'est qu'on va se créer un objet dans lequel on va mettre des interactions, quelque chose qui se passe. Puis, à un moment donné, dans notre code, on va tout simplement se déclarer un nouvel objet de cette classe-là. Donc, première des choses, programmer l'objet. Donc, quand on utilise, par exemple, la librairie GD, c'est quelqu'un pour nous autres qui a programmé un objet de la librairie GD. Quand on utilise, par exemple, une variable d'un tel type, c'est quelqu'un pour nous autres qui a programmé une classe de cet objet-là. Puis après ça, nous autres, dans notre code, on l'utilise. Donc, ce qu'on peut faire aussi, c'est se créer nos propres objets. Donc, dans l'exemple que vous avez ici, on va se créer, par exemple, une classe qui s'appelle ma classe. Donc, tout ça, c'est dans des balises PHP. La plupart du temps, on va mettre ça dans un autre fichier. On va faire un include de ce fichier-là pour pouvoir utiliser les objets. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se déclarer un objet. Par exemple, classe, ma classe. Puis après ça, on va pouvoir se déclarer un nouvel objet qui va contenir toutes les particularités de ma classe. Donc, c'est ma petite introduction pour l'orienté objet. Donc, en PHP, on peut tout simplement, là, avec les balises PHP, se déclarer une classe comme ça, ma classe. Puis un petit peu plus loin, ou dans un autre fichier, on pourrait, par exemple, faire un include de ce fichier-là. Puis tout simplement, ici, se déclarer, par exemple, ici, on a une classe téléviseur en PHP. Donc, tous les exemples que dans ces notes de cours-là, on rapporte souvent avec les téléviseurs. Perfect. Donc, vous ne cacherez pas que ça fait des exemples qui ne sont pas très concrets, mais ça nous permet de comprendre comment fonctionne l'orienté objet en PHP. Donc, vous avez une classe téléviseur ici, où vous avez des variables. Des variables, par exemple, vous avez une variable dimension pour la dimension du téléviseur. Le canal, ça a rapport avec les vieilles télés où on mettait ça sur un poste de télé, par exemple, le canal. Vous avez le volume, par exemple, qui est à 0. Quand on ouvre le téléviseur, si le volume est à 100, peut-être que ça ferait mal à nos oreilles. Donc, vous avez un volume qui est à 0. Puis, vous pouvez, par exemple, une variable qui est la télé, est-ce qu'elle est allumée ou elle n'est pas allumée. Vous avez différentes fonctions. Une fonction pour changer, par exemple, le poste, changer le canal. Vous avez une fonction de monter le volume, baisser le volume. Vous avez une fonction bouton power qui vont inverser l'état, par exemple, de la télé. Si la télé est fermée, quand on pèse sur power, ça l'ouvre. Si la télé est ouverte, quand on pèse sur power, ça la ferme. Donc, ça va faire l'inverse. Donc, vous avez une classe téléviseur qui est ici. On imagine qu'on l'aurait programmée dans un fichier quelconque.
OK? Puis à un moment donné, on va appeler ce fichier-là pour avoir, par exemple, ma classe téléviseur, pouvoir l'utiliser. Bon, une fois qu'on a créé, par exemple, une classe téléviseur comme ça, comment on fait pour l'utiliser dans notre code? Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va instancier, par exemple, un nouvel objet. Là, je ne lis pas tout le texte qui est dans les notes de cours. Là, vous pouvez prendre le temps plus de regarder ce qui est dans les notes de cours pour mieux comprendre. Mais par exemple, je me déclare une variable avec le fameux petit signe de dollar en PHP que j'appelle mon téléviseur. Mon téléviseur va être égal à, le mot magique, c'est new. New téléviseur, ça va faire en sorte que je me déclare un nouvel objet, une nouvelle variable qui s'appelle mon téléviseur, qui va avoir toutes les particularités de ma classe téléviseur que j'ai programmée ici. Dans la page précédente, je me suis déclaré une classe téléviseur. Puis dans mon code à moi, ce que je fais, c'est que je me déclare une nouvelle variable qui va être égale à new, un nouvel objet qui va avoir toutes les caractéristiques de téléviseur que j'ai programmé un petit peu plus haut. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Puis vous avez fait du CDI, vous avez sûrement déjà utilisé les classes, puis déjà eu appel à déclarer des nouveaux objets comme ça. OK? Quand on a ceux qui ont fait le laboratoire ou qui ont utilisé, par exemple, qui ont utilisé pas le Tiny MCE, mais le CK Editor, mais le CK Editor, dans le code, on avait un new CK Editor. Ce n'est pas nous autres qui avions programmé le code du CK Editor, mais on utilisait new CK Editor pour se déclarer un nouvel objet qui avait toutes les caractéristiques du CK Editor. Dans ce cas-là, c'est nous autres qui avons programmé, par exemple, la fonction, ici la classe téléviseur, avec ses variables et avec ses fonctions à l'intérieur. Puis à un moment donné, dans notre code, on en a besoin. Donc, on se déclare un nouveau téléviseur, puis on met ça, ça va être toutes les caractéristiques de la variable mon téléviseur. Ensuite de ça, il faut accéder aux attributs de l'objet. Il faut l'utiliser. Donc, par exemple, ce qu'on va utiliser ici, le nom de l'instance, tiret plus grand que le nom de l'attribut. Bon, rien de mieux qu'un bon exemple. Ici, ce qu'on fait, c'est qu'on se déclare mon téléviseur, qui est un new téléviseur. Puis ensuite de ça, mon téléviseur, tiret plus grand que, on lui donne une dimension qui est égale à 60. Imaginons que c'est en pouces. Au Québec, la dimension des téléviseurs est encore en pouces. Donc, on va faire signe de dollar, mon téléviseur, on va lui donner la caractéristique de sa dimension, qui est 60. Ensuite de ça, nous autres, en PHP, on va faire tout simplement un petit écho pour l'envoyer à l'écran. Puis on va dire l'écran mesure, point, pour concaténer, mon téléviseur tiret plus grand que, dimension, concaténé en PO pour les pouces. Donc, il devrait afficher tout simplement l'écran mesure 60 PO pour 60 pouces. Donc, ça va tout simplement afficher la caractéristique de mon téléviseur. Dans l'exemple suivant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se déclarer plusieurs téléviseurs. Mettons ici, moi, à la maison, j'ai plusieurs téléviseurs. Donc, j'ai mon téléviseur qui va être un new téléviseur. J'ai mon autre téléviseur qui va être encore une fois les mêmes caractéristiques. Puis j'ai un troisième téléviseur. Donc, je me suis déclaré 3 téléviseurs pour ma maison. Donc, avec j'appelle tout le temps le même objet, new, téléviseur. Donc, il va avoir les caractéristiques d'un téléviseur. Ici, ce que je vais faire, c'est mon téléviseur allume égale à true. Donc, c'est comme si j'allume ma télé. Donc, il va appeler ma fonction power, puis il va être capable d'allumer mon téléviseur. Tout ça, c'est transparent pour moi. Mon troisième téléviseur, je l'allume aussi. Remarquez, je n'ai pas allumé le deuxième téléviseur. Donc, je pourrais tout simplement faire un écho pour vérifier si ma première télé est allumée. Donc, le résultat, ça serait true. Ça afficherait probablement 1. Mon deuxième téléviseur, je ne l'ai pas allumé. Donc, ça afficherait false. Donc, ça afficherait 0. Donc, mon troisième téléviseur, lui, je l'ai allumé. Donc, ça afficherait true. Ça afficherait 1. Perfect. Encore mieux comme ça, mettons que j'ai plein de téléviseurs. Ce n'est pas mon cas chez moi, je n'ai pas 5 téléviseurs, mais je pourrais faire un for, faire une boucle, puis me déclarer un tableau ici, puis déclarer un tableau de téléviseurs. Donc, ça serait possible de le faire. Puis pour chacun des téléviseurs, je pourrais les allumer. Donc, c'est un exemple un peu bizarre. Je passe rapidement dessus, mais ça pourrait me permettre d'ouvrir des téléviseurs comme ça, puis me déclarer un tableau de téléviseurs. Les méthodes. Ensuite de ça, on va utiliser les méthodes. Pour appeler une méthode d'un objet, la syntaxe est pratiquement la même que pour les attributs. Donc, mettons, on va utiliser notre nom de variable qu'on s'est créé. Tiret, ça fait comme une flèche vers la droite. Tiret plus grand que. Puis le nom de la méthode. Donc, quoi de mieux qu'un bon exemple pour voir comment utiliser une méthode.
Donc ici, par exemple, j'ai la classe téléviseur et j'ai ma fonction bouton Power. Donc, dans ma fonction bouton Power, ce que je vais faire, c'est que je l'ai mis en jaune ici, c'est le signe de $10. 10, c'est réservé ici dans l'objet pour faire en sorte que lui-même, il va faire une action sur lui-même. Pourquoi on met signe de $10? Parce que quand on déclare la classe téléviseur, on ne sait pas ça va être quoi le nom de la variable. Parce que la variable, tantôt, je me suis déclaré mon téléviseur 1, mon téléviseur 2, mon téléviseur 3, mais on ne sait pas à l'avance, la personne, mais le programmeur, comment il va appeler sa variable. Donc, on utilise l'espèce d'éperluette qui est là, comme signe de $10, ça veut dire la variable qu'on utilise présentement, on fait allume est égal à l'inverse de 10. Donc, il va faire l'inverse. Donc, si la télé est allumée, il va la fermer. Si elle est fermée, il va l'allumer. Donc, ce petit bout de code-là, je ne vous demande pas de l'apprendre par cœur, mais au moins comprendre ce que ça fait. Il faut se retenir que le signe de $10, ça fait que sur lui-même, sur le nom de la variable, bien, il va faire l'inverse. Donc, je l'ai mis en jaune ici pour le retenir. Puis j'ai mis une flèche pour aller voir un petit peu plus bas comment on va l'utiliser. Donc, vous avez ici, par exemple, mon téléviseur, new téléviseur. Mon téléviseur allume est égal à false. Puis j'ai mon téléviseur ici. Je fais tiret plus grand. Puis j'appelle la fonction bouton power. Donc, bouton power, il est ici. Puis il va faire l'inverse de ce qui était déjà au début. Donc, s'il est allumé, il va fermer. S'il était fermé, il va allumer. Puis là, je fais afficher le résultat. On va faire des exemples concrets tout à l'heure dans ma machine virtuelle. Donc, vous savez, on dit que le signe de $10, comme ça, dans ma bouton Power, donc, il va rediriger sur lui-même selon le nom de la variable parce qu'on ne connaît pas. Quand on écrit la classe ici, là, on ne connaît pas encore le nom de la variable. Donc, on utilise signe de $10 pour remplacer le nom de la variable qui est inconnu à ce moment-là. Dans mon code, ici, j'ai la fonction bouton Power. Ici, par exemple, je mets mon téléviseur allume est égal à l'inverse de mon téléviseur allume. Donc, je ne peux pas utiliser signe de $, mon téléviseur, parce que je ne le connais pas. Donc, c'est pour ça que dans ma fonction ici, j'utilise 10 que j'ai mis en jaune. Donc, il faut essayer de comprendre un petit peu le fait que quand j'écris mon code, je ne connais pas à l'avance le nom des variables que la personne va utiliser dans son code. Donc, j'utilise l'éperluette 10 qui est là. Donc, vous avez cet exemple-là. Je descends un petit peu plus bas. Vous pouvez utiliser, par exemple, une fonction aussi qui va permettre de changer le poste, changer le canal désiré. Donc, si j'appelle ma fonction, j'ai une fonction qui s'appelle syntoniser, qui reçoit en paramètre une variable. Donc, quand je vais appeler cette fonction-là, je vais lui passer un paramètre. Je vais dire, je vais aller au poste numéro 33, par exemple. Puis là, 10, encore une fois, l'éperluette qui ne sait pas le nom de la variable, il dit, je vais mettre la variable canal égale à ce que j'ai reçu en paramètre, canal désiré. Donc, ça va faire en sorte que je suis capable de changer le poste de ma télé dans ce petit bout de code-là. Donc, de la façon que je l'utilise ici, je pourrais tout simplement lui passer ici, canal désiré est égal à 3. Donc, par défaut, il pourrait être égal à 3. Les vieilles télés, quand on les ouvrait, par défaut, pour mettre, par exemple, une console de jeux vidéo, il fallait le mettre au poste numéro 3. C'est un petit peu pour ça que ce vieil exemple-là qui est là. Les constructeurs, un moment donné, ça avait disparu dans les versions il y a 2-3 ans, mais depuis la version 7 de PHP, c'est revenu. Donc, un constructeur, signe de $ construct, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je me déclare un nouvel objet, il va aller dans la classe, puis il va effectuer cette fonction-là avant même que j'ai écrit une ligne de code. Ben, j'exagère un petit peu, là. J'ai écrit une ligne de code avec new, mon téléviseur, par exemple, téléviseur. Puis ça, c'est la classe qui va être faite au moment où je crée mon nouvel objet. Donc, si je crée un objet, mon 8e téléviseur, ben, il va aller faire ce qu'il y a dans les accolades qu'il y a là. Donc, par exemple, ici, fonction construct, il va aller mettre la dimension à 60 par défaut. Donc, ma nouvelle variable que je me suis créée, il va aller mettre dans la dimension 60. Donc, la fonction construct, c'est une fonction qui va être faite à la création d'un objet. Dans le même ordre d'idée, un petit peu plus bas, regarde, vous avez un exemple ici, fonction construct, qui met une dimension, puis qui va allumer la télé, etc. Là, j'ai mis un X là-dessus parce que ça, c'est déprécié depuis la version 7. J'ai la fonction destructeur. Donc, si par exemple, je détruis un objet dans mon code, ben, avant de le détruire, il va aller faire ce qu'il y a dans les accolades ici. Donc, dans ce cas-là, dans ma fonction destruct, souligner _ destruct,
parenthèse, parenthèse, il va aller afficher destruction R. Donc, c'est ce qu'il va faire ici à cet endroit-là. C'est un exemple un peu bizarre, mais c'est quand même un exemple qui nous démontre que quand on se déclare une classe, on peut avoir une fonction construct c'est le code qui va s'effectuer quand on se déclare un nouvel objet. Puis j'ai ma fonction destruct, c'est le code qui va s'effectuer quand je vais détruire mon objet. Donc, juste avant de le détruire officiellement, en mémoire, il va aller faire le code qui est là. Donc, ça, c'est l'exemple du destruct. Vous avez, par exemple, des constantes d'attributs, des méthodes statiques. Donc, l'utilisation du mot-clé statique lors de la définition d'un attribut ou d'une méthode permet de mettre cette information fonctionnalité, je l'ai mis en jaune ici, disponible sans avoir à instancier un objet. Donc, quand vous avez, par exemple, ici, là, l'utilisation du mot statique, donc ici, par exemple, j'ai statique, une fonction méthode statique, donc ça va s'effectuer même si je n'ai pas déclaré d'objet. Donc, j'ai la classe 1 ici, puis j'ai une fonction qui existe sans instance. Donc, c'est possible de faire ça. Il y a plusieurs types, par exemple, une référence, une méthode ou un attribut de la classe et non sa concrétisation en tant qu'objet. Donc, ça existe déjà, même si on n'a pas créé d'objet qui venait de cette constante-là. Vous avez des constantes qui sont ici. Par exemple, on pourra avoir une classe O. Il y a des constantes, ça veut dire que c'est des variables qui ne bougeront pas. Point de congélation, mais en Celsius, c'est toujours 0. Point d'ébullition en Celsius, pour l'eau en tout cas, c'est toujours 100. Donc, c'est une classe O. Donc, ça, c'est des constantes qui ne bougeront pas. Donc, on peut se déclarer des variables de type constante aussi, qui ne vont pas changer pendant l'utilisation de cette classe-là. Donc, si je me déclare une variable et que j'utilise l'eau, bien, je vais toujours pouvoir utiliser le point d'ébullition qui est égal à 100. Donc, si je fais un petit écho de O, point d'ébullition, le résultat, ça va être 100 parce qu'il ne bouge pas, c'est une constante. Perfect. On change de sujet. Encore une fois, dans l'orienté objet, il y a une fonction qui s'appelle l'héritage. Bon, l'héritage, on n'aura pas besoin d'utiliser ça dans nos cours. Si je vous pose des questions là-dessus à l'examen, c'est sûr que je vais vous donner du code, puis je vais vous demander juste de le comprendre. Je ne vous demanderai pas de le programmer tel quel. Mais la notion d'héritage, ça veut dire qu'on peut se déclarer une classe que je ne pourrais pas appeler. Donc, ça va être une classe, mettons, que je vais pouvoir appeler, mais qui va hériter des caractéristiques d'une autre classe. Bon, là, c'est un peu bizarre ce que je suis en train de vous dire là. Ce n'est pas vraiment compréhensible. Là. Exemple. Moi, c'est un exemple qui me parle parce que moi, ici, par exemple, ici dans mon sous-sol, j'ai un projecteur. Donc, on a déclaré tout à l'heure la classe téléviseur, mais ici, on se déclare une classe projecteur LCD. Donc, j'ai un projecteur qui va hériter un petit peu ici, c'est pour ça qu'on parle d'héritage, des caractéristiques d'un téléviseur. Donc, un projecteur, par exemple, que je mets dans mon sous-sol ici, qu'on met dans une classe au cégep, ben, va hériter souvent des caractéristiques d'un téléviseur. Ce n'est pas un téléviseur, mais par contre, il va avoir les caractéristiques d'un téléviseur, plus d'autres choses. Donc, ici, si je me déclare une classe projecteur LCD, extend, le mot-clé, c'est extend, qui va hériter de tout ce qu'il y a dans un téléviseur. Donc, par exemple, changer de poste, peser sur Power, des choses comme ça. Ça va hériter de tout ce qu'il y a dans le téléviseur. Mais en plus, par exemple, je vais avoir une durée de lampe. Je vais avoir une intensité lumineuse, qu'il n'y a peut-être pas sur une télé normale. Intensité plus, intensité moins. Je peux augmenter, diminuer l'intensité. Je vais avoir des fonctions là-dessus. Donc, si je me déclare une nouvelle variable projecteur dans mon code, qui est un nouvel objet qui vient de projecteur LCD, donc, je vais avoir dans ma nouvelle variable signe de dollar projecteur tout ce qu'il y a dans le projecteur LCD. Regardez, je le mets en gris ici. Mais en plus, étant donné qu'il hérite de téléviseur, il va hériter de tout ce qu'il y a dans la classe téléviseur aussi. Donc, l'héritage, ça fait en sorte que je peux me déclarer une classe, puis au lieu de tout répéter, copier-coller ce qu'il y avait dans le téléviseur en bas, puis le mettre dans le projecteur LCD, donc, le but d'orienter objet, c'est de ne pas répéter le code. Donc, on va hériter de ce qu'il y avait dans la classe téléviseur. Donc, c'est une façon de ne pas répéter le code, de ne pas faire du copier-coller dans nos classes, d'hériter de ce qui existait déjà dans une classe existante. Donc, l'héritage consiste à utiliser ce qui a déjà été programmé, puis pour ne pas être obligé de le reprogrammer dans une nouvelle classe. Donc, c'est ça le but de l'héritage.
Je m'étais trompé un petit peu. Vous avez un exemple. Ici, le projecteur, on peut peser sur le bouton Power, même si on n'a pas déclaré de bouton Power dans le projecteur LCD, parce qu'il hérite de téléviseur, puis téléviseur, lui, il avait un bouton Power. Donc, ça fonctionne comme ça. Je continue un petit peu plus bas ici. Vous avez ici un petit peu plus bas les classes abstraites. Donc, les classes abstraites, c'est quoi? C'est une classe fantôme. Vous déclarez abstract class, le nom de la classe. C'est une classe fantôme qu'on ne pourra pas utiliser. Donc, je ne pourrais pas l'utiliser, mais par contre, cette classe fantôme-là, une autre classe pourrait hériter des caractéristiques de cette classe fantôme-là. Donc, vous avez ici, par exemple, je me déclare une classe abstraite, puis je me déclare, par exemple, plus loin, ici, une classe concrète. Par contre, ma classe concrète, elle a extend, j'attire votre attention sur le extend, va hériter de toutes les caractéristiques de ma classe abstraite. Donc, toutes les caractéristiques qui sont ici dans ma classe abstraite, ma classe concrète va en hériter. Donc, dans mon code, j'essaie de me déclarer, par exemple, une nouvelle variable, new, classe abstraite. Non, la classe abstraite est abstraite. Elle n'est pas visible. C'est comme une classe fantôme, on ne la voit pas. Donc, ça va me générer une erreur dans mon code parce qu'il ne la voit pas. Par contre, je peux me déclarer une nouvelle variable, new classe concrète. Elle existe parce que c'est une classe concrète, puis elle hérite de toutes les caractéristiques de ma classe abstraite. Tout ça. Donc, c'est comme ça que je vais utiliser ma classe abstraite. C'est que je ne pourrais pas l'utiliser directement ici en me déclarant un nouvel objet classe abstraite. Ça va me générer une erreur parce que c'est comme si c'était invisible. Par contre, si je me déclare classe concrète ici, puis il y a extend qui hérite de tout ce qui est de ma classe abstraite, bien, je vais pouvoir utiliser le code, dans le fond, qui est dans ma classe abstraite à cause de l'héritage de ma classe concrète qui est ici. Donc, ça, c'est une façon de voir l'héritage en plus d'utiliser des classes abstraites qu'on ne peut pas utiliser directement, mais qu'on peut utiliser indirectement avec une classe comme ça qui hérite de ma classe abstraite qui est invisible normalement. Donc, ça ressemble pas mal à ça. Donc, on parlait de la visibilité. J'insiste pas plus qu'il faut là-dessus. Il y a des types de visibilité. Là, il y a public, ça veut dire que tout le monde peut y accéder. Il y a protégé, protected, puis private, qu'on peut utiliser juste d'un certain endroit dans notre code. Donc, je passe rapidement là-dessus. Vous ne poserez pas de questions à l'examen là-dessus, c'est sûr et certain. On peut aussi comparer des objets qu'on s'est créés. Donc, comme par ici, on se déclare un objet 1 et un objet 2. On les compare ensemble. On vient de les créer. Donc, ils n'ont aucune différence, ils sont parfaitement identiques. Donc, ça va être égal. Par contre, si je change quelque chose dans une de mes classes, ici, il y en a un qui c'est Bob, son nom, puis l'autre, c'est Bob avec un B minuscule. Donc, maintenant, mes deux classes ne seront plus égales. Pour que deux objets que je me suis créés soient parfaitement égales, il faut que toutes les variables à l'intérieur, que toutes les fonctions qui ont été utilisées donnent le même résultat, puis les variables soient identiques. Donc, pour que deux objets soient parfaitement identiques, il faut que tout à l'intérieur soit identique. Quand je viens de les créer, ils sont parfaitement identiques, donc ils peuvent être égaux. Mais si je change quelque chose à l'intérieur, donc là, à ce moment-là, ils ne sont plus égaux. Perfect. Ça, je vais faire des exemples là-dessus. Puis vous avez un paquet de fonctions qui sont relatives aux classes objets. Donc, vous avez un petit imprimé ici, là, qui est là, qui retourne différentes fonctions. Donc, étant donné que ce n'est pas un cours d'orienté objet officiellement, c'était juste une petite introduction pour vous montrer que ça existait. Donc, je ne vais pas poser de questions là-dessus à l'examen. Je vais vous demander simplement de faire le minimum que vous pouvez faire, ce que je vais faire comme exemple ici, là, dans ma machine virtuelle. À ce moment-là, c'est le minimum que je vais vous demander de connaître, évidemment, pour l'examen. Donc, merci à Dave Letourneau qui avait créé ces notes de cours-là il y a plusieurs années que j'utilise encore. Donc, on va faire un exemple concret dans ma machine virtuelle. Bon, on y va avec la démonstration pour l'orienté objet. J'ai ouvert ma machine virtuelle. Dans ma machine virtuelle, je me suis ouvert un éditeur de texte. J'ai ouvert aussi le fameux Nautilus en mode administrateur. Donc, je vais aller à la racine de mon site web. À la racine de mon site web, j'ai mes exercices PHP. Dans mes exercices PHP, j'ai un fichier
en passant, les 2 fichiers que je vais utiliser pour ma démonstration du orienté objet, vous les avez dans les notes de cours. Les notes de cours, évidemment, qui sont disponibles sur Léa. Donc, vous allez pouvoir aller sur Léa pour voir les notes de cours. Donc, si je cherche mon fichier objet, Run. OK, c'est dans un dossier qui s'appelle Objet. Dans mon dossier Objet, j'ai Objet 1 puis j'ai Objet Télé. Donc, je vais ouvrir les 2 fichiers pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. OK. Donc, on va regarder un petit peu le code. Je vous rappelle pour la 2e fois que ce code-là, il est dans mes notes de cours. Donc, vous pouvez aller le chercher. J'ai mon fichier de base ici, dans lequel je vais faire mes petits tests. Je vais me déclarer des nouveaux objets, téléviseurs, etc., un peu comme on a vu dans les notes de cours. Remarquez, au début, ici, je commence mon code PHP. Je fais un include de objet souligné tv.php. Donc, toutes mes classes, je les ai mis dans ce fichier-là. En partant mon fichier, je fais un include. Je vais chercher le contenu de ce fichier-là pour pouvoir utiliser mes classes. Donc, on va commencer par regarder le fichier objet.tv.php qui contient mes classes. Donc, objet.tv.php. J'ai déclaré ici du code PHP. Je commence avec ma classe téléviseur. Je me suis déclaré une classe téléviseur comme dans les notes de cours qui va faire tout ça ici comme ça. Donc, ma classe téléviseur, j'ai une variable dimension. J'ai une variable volume que je mets à 0 en commençant. Puis j'ai une variable allumée qui est égale à force. Donc, si je me déclare un nouveau téléviseur, première des choses, elle va être fermée parce qu'il est à force. Le volume va être à 0. Puis la dimension va rester à déterminer. OK? J'ai une fonction syntonisée qui reçoit en variable, qui reçoit comme paramètre le canal désiré. Par défaut, j'ai mis un petit égal à 3. Donc, par défaut, la télé va s'ouvrir à 3. Mais sinon, je peux décider de changer. J'ai la fonction 10 syntonisée, ici, la fonction de syntoniser, qui va choisir le poste, le canal, qui va le mettre au canal désiré, si j'y ai passé un paramètre. Après ça, j'ai une fonction volume qui ne contient absolument rien, baisser le volume. J'ai ma fonction power, comme on a vu dans les notes de cours, qui va faire l'inverse. Si c'est allumé, elle va l'éteindre. Puis si elle est éteinte, elle va l'allumer. Donc, c'est un petit peu ça qui se passe. Puis j'ai une fonction téléviseur qui porte le même nom que ma fonction d'origine. Ça, c'était dans les vieilles versions de PHP. Ça remplissait le construct et le destruct. Ici, j'ai une classe projecteur LCD pour faire comme dans les notes de cours qui va hériter de ma classe téléviseur. Donc, tout ce qu'il y a dans le téléviseur ici, si je me déclare un projecteur LCD, je vais pouvoir utiliser ce qu'il y a dans ma classe téléviseur, puis je me suis rajouté une variable durée de lampe et intensité lumineuse. Donc, ça, c'est mes deux petites classes que je me suis créées dans l'objet Objet TV, dans le fichier Objet TV. Je reviens à mon fichier d'origine. Bon, j'ai été chercher mes 2 classes qui sont ici. Je me suis déclaré ma TV, New Téléviseur, que j'ai initialisé à 12 pouces. Ma TV, je mets une dimension de 53 pouces. Donc, si je fais un affichage, mon écran mesure, il va aller chercher la variable ma TV dimension, puis après ça, je vais afficher en pouces. Je fais un changement de paragraphe. Puis je mets une ligne en HTML avec des échos. Donc, ça, c'est la première partie. Je vais tout simplement afficher ici mon écran mesure avec sa dimension. Donc, on va aller voir le résultat. Donc, on va aller voir le résultat ici. Donc, si j'ai mon navigateur, je vais aller dans Objet. Regardez, mon écran mesure 53 pouces, après ça, une ligne. Donc, je reviens à mon code ici. Mon écran mesure 53 pouces, c'est normal, j'ai mis 53 dans Dimension. Donc, ça fonctionne. Mon deuxième exemple, je vais me déclarer ma TV2, ma TV3, des nouveaux objets téléviseurs qui sont 32 pouces. Après ça, je vérifie avec un petit opérateur ternaire. Oh, opérateur ternaire, examen numéro 1. Je vérifie si ma TV2 est égale à ma TV3. Ben là, oui, c'est sûr qu'ils sont égales. Je viens de les déclarer. 2 nouveaux objets qui sont parfaitement identiques. Donc, ça devrait donner comme résultat true, parce qu'ils sont égales. Donc, je marque égal, je vais afficher égal s'ils sont égales et non égales s'ils ne sont pas égales.
Puis après ça, ma télé 3, je vais mettre une dimension de 16 pouces. Donc, ça devrait afficher égal. Donc, je regarde ici, ça l'a affiché égal. Donc, ça a fonctionné. Je retourne dans mon code ici. J'affiche une ligne. Troisième partie, ma TV, je fais allume est égal à true. Ma TV 3, je fais allume est égal à false. Donc, si je les compare, ils ne devraient pas être égales. Donc, ma télé 2 égale ma TV 3, opérateur ternaire. Si c'est vrai, il va afficher égal. Si c'est faux, il va afficher non égal. Donc, il devrait afficher non égal parce que là, ils ne sont pas parfaitement identiques. Donc, si je reviens à mon navigateur, il affiche non égal. Donc, ça a fonctionné. Je reviens ici. Quatrième élément, je fais une ligne. Ensuite de ça, je fais écho. TV, ma TV, dimension, allume, point d'interrogation. Je fais 2 points, ma télé, allume. Donc, je regarde si la télé, dimension, allume, je le fais afficher son contenu. Donc, si je regarde le résultat, ma télé, avec sa dimension, c'est 53 pouces. Allumé est égal à true. Donc, c'est vrai qu'elle est allumée. Ma télé 32 pouces, true. Ma télé 16 pouces, oh, je ne vois rien. Quand je ne vois rien, ça veut dire que c'est 0. Donc, 0, ça veut dire que c'est false. Ça veut dire qu'elle n'est pas allumée. Autre partie, ici, je me suis amusé à faire un petit jeu. Donc, je suis un petit peu bébête. Je me suis dit, on va peut-être pouvoir gager si je me ferme les yeux puis je pèse sur le bouton Power. Puis là, à un moment donné, quelqu'un dit « Merci, arrête! » On va gager la télé, est-ce qu'elle est ouverte ou est fermée. Donc, j'ai fait un paquet de copier-coller ici. Regardez le nombre de copier-coller que j'ai fait. J'ai pesé plein de fois sur le bouton Power. Ma télé, bouton Power. Ma télé, bouton Power. Ma télé, bouton Power. Mettons que je fais ça comme ça, au hasard. Je copie. Je ne sais pas combien j'en ai copié. Donc, je ne sais pas si ma télé va être ouverte ou fermée. Donc, il faudrait vraiment les compter pour savoir si la télé va être ouverte ou fermée. Donc, on a 50 des chances de l'avoir. Si je clique sur Enregistrer, je reviens ici. D'après vous, est-ce que ma télé va être ouverte ou ma télé va être fermée? Moi-même, je ne sais pas. J'ai copié au hasard. Télé allume ou non. Je pèse sur Refresh. On va voir si c'est un petit 1 ou c'est un petit vide qui va apparaître. 1, ça veut dire True est allumé. S'il n'y a rien qui apparaît, c'est False. Ça veut dire qu'elle est fermée. Donc, moi, je dirais que par hasard, comme ça, elle va être allumée. Elle va être un True. Je clique sur Rafraîchir. Oh! Télé allume ou non? Rien. Ça veut dire que c'est égal à False. J'ai perdu ma gageure. Ça veut dire que la télé, au hasard, j'ai pesé sur Power plein de fois. Donc, ça a inversé le contenu. Puis là, c'est égal à False. Ici, c'est égal à False. Donc, ça, c'est un petit exemple pour vous montrer que le bouton Power fait l'inverse de ce qu'il y avait déjà dedans. Donc, je fais afficher tout simplement si c'est allumé ou pas. Dernier exemple, je me déclare un nouvel objet, projecteur LCD, 42 pouces. C'est un peu bizarre parce qu'un projecteur, tu le recules ou tu l'avances pour la dimension. Je fais dimension du projecteur, je le fais afficher, puis je fais est-il allumé? Projecteur allume. Tout simplement, je le fais afficher. Donc, si je reviens ici, dans ma page, dimension du projecteur 42, est-il allumé? C'est égal à true. Tout simplement, je réussis à utiliser le projecteur qui a hérité de toutes les caractéristiques de téléviseur. Donc, je le fais afficher dans ma petite page ici. C'était ma petite introduction vraiment là, à l'orienté objet. Je n'ai rien fait de bien compliqué. Je me suis déclaré juste 2 classes, puis je les ai manipulées un petit peu. Donc, je vous rappelle que ces 2 fichiers-là, si jamais vous avez trouvé que j'ai été trop vite, ben, je les rends disponibles dans les notes de cours. Donc, ils sont disponibles sur Léa avec les documents Word que j'ai utilisés pour faire mon cours. Donc, on passe à la deuxième partie, WordPress. Alors, nous allons présenter la partie WordPress. Donc, WordPress, on va faire la présentation. On va vous montrer un petit peu comment faire pour l'installation, même si vous n'aurez probablement pas à le faire. Puis ensuite de ça, l'introduction au fonctionnement. Puis après ça, on va faire une petite démo. Donc aujourd'hui, là, c'est vraiment l'introduction à WordPress, voir comment ça fonctionne. Puis après ça, voir comment on peut l'utiliser. Donc, on commence avec WordPress. On parle de CMS. Donc, on parle de la création d'un site web à l'aide d'un système de gestion de contenu. Un système de gestion de contenu, ça, c'est l'appellation française.
En anglais, on parle d'un CMS, Content Management System. Donc, un système de gestion de contenu. C'est une famille de logiciels destinés à la conception et à la mise à jour dynamique d'un site web ou d'applications multimédia. Évidemment, dans notre cas, ce qu'on va faire, c'est qu'à l'aide d'un système de gestion de contenu comme ça, un CMS, on va être capable de créer un site web. Donc, le principal avantage d'un CMS, c'est qu'on n'a pas besoin de connaître la programmation. Donc, on peut créer un site web sans même connaître la programmation, puis ajouter différents éléments qui vont faire en sorte qu'on va avoir un site web à peu près professionnel. Donc, il va nous coûter beaucoup moins cher que si on le faisait faire par une entreprise qui allait tout coder ce qu'il y a derrière. Donc, le code, normalement, ceux qui sont en informatique, bien, vous êtes capable d'aller jouer dans le code qui est derrière les pages web. Par contre, quelqu'un qui n'est pas un technicien en informatique, qui n'est pas un programmeur non plus, mais on ne veut pas avoir à aller programmer le code qui est derrière. Donc, avec un CMS, on va être capable quand même de créer un site web qui a de l'allure, puis qu'on va pouvoir utiliser, par exemple, pour une entreprise ou quelque chose comme ça. Donc, si on commence, pourquoi on utilise WordPress? On aurait pu utiliser un paquet d'autres CMS qui sont sur le marché, mais là, vous avez quelques graphiques qui vont vous présenter pourquoi on utilise WordPress, parce que c'est un des CMS, c'est le CMS le plus utilisé dans le monde. Donc, si vous regardez, vous avez un petit graphique ici qui vous présente d'autres CMS qu'on peut utiliser pour concevoir des pages web. Mais WordPress, c'est de loin celui qui est le plus utilisé. Presque 18 millions de pages web qui ont été fabriquées avec WordPress. Vous avez d'autres petits graphiques ici qui comparent les autres CMS avec WordPress. En 2018, regardez, WordPress était facilement numéro 1 comparé aux autres CMS qui étaient disponibles sur le marché. Donc, presque 60% du marché pour WordPress. Puis, pour mettre à jour un petit peu les notes de cours, j'ai été chercher, par exemple, en 2020, c'était toujours WordPress qui était numéro 1 facilement. Mais il y a toujours un petit peu de changement pour les autres CMS qui sont disponibles sur le marché en dessous. Donc, il y a certains CMS qui sont plus difficiles à utiliser parce qu'il faut connaître vraiment la programmation informatique pour être capable de les utiliser. Tandis que WordPress, pourquoi il est si populaire que ça, c'est que quelqu'un qui ne connaît pas l'informatique, qui est juste curieuse, capable de cliquer sur les boutons, aller voir dans le panneau de configuration, faire des essais et des erreurs, est capable de concevoir un site web assez facilement en étant un peu curieuse, puis en allant jouer dans les boutons. Puis, de toute façon, sur Internet, il y a plein d'informations qui vont vous aider si jamais vous voulez faire quelque chose dans WordPress. Vous n'êtes pas sûr comment faire, bien, vous allez fouiller sur Internet. Il y a plein d'informations. Il y a tellement d'utilisateurs qu'il y a plein de sites web qui expliquent comment utiliser WordPress. Donc, première des choses, on va parler un petit peu de l'installation de WordPress. Vous n'aurez peut-être pas à installer WordPress, mais c'est pour vous dire que c'est quand même assez facile. Par contre, ça prend un petit peu de connaissances en informatique pour faire l'installation de WordPress. Première des choses, il faut aller sur le site de WordPress, aller télécharger la dernière version la plus récente. Si vous voulez une version française, il existe des versions françaises de WordPress. Vous allez chercher la version la plus récente si possible, selon les besoins que vous allez avoir pour faire le site web. Vous avez aussi besoin d'aller créer une base de données pour que WordPress fonctionne. Donc, WordPress, il fonctionne avec une base de données. Donc, il faut déjà avoir installé une base de données sur le serveur. Je pèse sur pause pour vous dire qu'il va y avoir des termes informatiques que je vais utiliser. Donc, selon les connaissances que vous avez en informatique ou pas, ça se peut qu'il y ait des choses qui soient un petit peu plus complexes pour vous. Donc, dans la partie informatique, ce qu'il faut savoir, c'est que WordPress, il faut l'installer sur un serveur informatique, un serveur web de préférence. Donc, le serveur web, lui, il est déjà préfabriqué. Il y a déjà un logiciel qui permet de se connecter sur Internet, de mettre des pages web. Donc, un serveur web, exemple, ce qu'on va avoir utilisé avec WordPress, la plupart du temps, ça va être Apache. Apache, c'est un serveur web qu'on utilise la plupart du temps sur une machine à base de Linux qui va nous permettre de créer des sites web. Donc, déjà à la base, il faut avoir un ordinateur qui est un serveur web. Si vous n'avez pas un ordinateur qui est un serveur web à la maison, ce n'est pas grave. Il existe des sites web qui vous permettent d'héberger. Il y en a qui sont gratuits, il y en a qui sont payants, mais ils vous permettent d'héberger, par exemple, des pages web. Donc, premièrement, ça prend un serveur web. Puis, deuxièmement, sur le serveur, bien, ça prend un logiciel de base de données. Dans ce cas-là, pour WordPress, on utilise MySQL.
Donc, MySQL doit être installé sur le serveur web pour être capable d'installer WordPress puis de l'utiliser. Donc, normalement, c'est les gens en informatique comme moi qui vont créer le serveur web, qui vont gérer le serveur web, puis ensuite de ça, on va installer un logiciel de base de données qui s'appelle MySQL, qui va nous permettre d'exploiter un CMS comme WordPress. Okay? Donc, première des choses, il faut avoir une base de données. Si vous avez accès, par exemple, à la base de données sur le serveur web, il faut créer tout simplement une base de données qui s'appelle DB WordPress. Okay? Si vous n'êtes pas en informatique, ben, vous n'aurez pas à gérer ça. C'est la personne responsable de l'informatique qui va gérer la création de la base de données, mais ça prend vraiment une base de données point de vue informatique pour utiliser WordPress. Nom de Dieu! Dans WordPress, on va créer un utilisateur MySQL qui va avoir tous les droits sur la base de données. Donc, vous avez les lignes de code qui sont là. C'est des lignes de code SQL qui nous permettent de créer une base de données, de créer un usager plutôt, qui va avoir tous les droits sur la base de données WordPress. Quand vous allez programmer dans WordPress, vous n'aurez pas à vous occuper de la base de données. Vous allez tout simplement avoir à créer votre page web, jouer avec des listes box, avec des combos box, puis c'est tout WordPress qui va avoir à gérer la base de données. Mais pour la personne qui va installer WordPress, dans mon cas, moi, je l'ai fait. Donc, vous avez à créer un utilisateur puis à créer une base de données dans le logiciel de base de données qui est MySQL. Ceux qui connaissent un petit peu l'informatique, pour gérer la base de données, souvent, on va utiliser un logiciel qui s'appelle PHPMyAdmin, qu'on peut utiliser dans un navigateur web. Donc, c'est assez facile. Vous avez juste à vous connecter à un site web du serveur, puis avoir le bon mot de passe puis le nom d'usager, puis vous allez pouvoir aller jouer dans la base de données. Donc, pour l'avoir fait moi-même, souvent héberger des sites web sur des entreprises qui vous passent, dans le fond, une partie de leur serveur web. Donc, souvent, ils vont vous fournir un mot de passe et un nom d'usager pour aller gérer vos bases de données. Si c'est du WordPress, ben, ils vont probablement l'avoir déjà créé pour vous. Vous n'aurez même pas besoin d'aller dans PHPMyAdmin puis gérer votre base de données. Ça va se faire automatiquement. Perfect! Donc, avant de commencer, il faut copier le fichier wconfig sample.php sous le nom wconfig.php dans le répertoire de votre dossier WordPress. Donc, encore une fois, je suis désolé de dire ça, mais ceux qui connaissent un peu l'informatique, à la base de votre serveur web, vous avez la racine des pages web. Vous allez tout simplement installer WordPress. Donc, souvent, c'est un fichier compressé. Vous allez le décompresser à cet endroit-là sur le serveur. Je rappelle encore une fois, pour ceux qui vont utiliser un serveur déjà monté, ben, vous n'aurez pas à faire ça, ça va déjà être fait pour vous autres. Donc, pour se connecter, ben, on va se connecter à l'adresse du site, puis on va ajouter à la fin /WordPress/. Ça va nous permettre de rentrer dans la configuration de WordPress. Donc, la première fois qu'on se connecte à WordPress, il va y avoir une belle petite page comme ça qui va apparaître pour nous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Une deuxième page qui va nous demander d'entrer le nom de la base de données qu'on a préalablement créée dans MySQL. Vous allez avoir un identifiant et un mot de passe. Donc, c'est très important, l'identifiant et le mot de passe, de s'en souvenir pour être capable de se connecter à notre page WordPress, pour être capable de créer notre site web. Donc, si vous faites affaire avec un serveur qui est déjà monté, on va normalement vous transmettre un identifiant et un mot de passe pour vous connecter à WordPress en tant qu'administrateur pour être capable de travailler avec WordPress. Si vous êtes l'administrateur vous-même, mais là, à ce moment-là, vous allez faire toutes les étapes que vous voyez dans le document. Ensuite de ça, on va vous faire apparaître un bout de code que vous allez devoir copier, puis ensuite de ça, aller coller dans un fichier de configuration. Je sais que je me répète depuis le début du cours, mais si vous êtes l'administrateur du site web, c'est vous autres qui allez avoir ce travail-là à faire, de copier le code et de le coller dans le bon fichier. Si vous êtes un utilisateur, ben à ce moment-là, vous n'aurez pas à faire ces étapes-là. Ça va avoir été fait par l'administrateur du serveur web. Ensuite de ça, vous allez coller le code qui est là. Retenir l'identifiant et le mot de passe. Évidemment, c'est bien important de retenir l'identifiant et le mot de passe. Prenez-le en note à quelque part parce que vous allez en avoir de besoin. Si vous le perdez, question sécurité, vous ne serez plus capable de vous connecter à vos pages web de WordPress. Donc, c'est très important de retenir le nom d'usager et le mot de passe. Ensuite de ça, c'est parti. Vous pouvez rentrer l'adresse qu'on va vous remettre pour vous connecter au serveur. Puis, dans un Firefox ou dans un Google Chrome, vous vous connectez au serveur.
Puis là, on va vous demander votre identifiant et votre mot de passe. Donc, c'est pour ça que c'est important de le retenir. Identifiant, mot de passe. Ensuite de ça, vous allez pouvoir vous connecter à votre page web, à votre site web. En tant qu'administrateur, vous allez pouvoir modifier les pages web, faire en sorte de changer les thèmes, changer, etc., un petit peu tout ce qu'il y a à changer. Sinon, vous allez pouvoir juste aller voir la page web, qu'est-ce qu'elle a l'air. Utilisation de WordPress. Donc, vous avez des avantages et des inconvénients à utiliser un CMS comme WordPress. Donc, avant de choisir WordPress pour la création d'un site web, c'est important de voir les avantages et les inconvénients. OK? Donc, il y a des avantages et des inconvénients à utiliser WordPress. Mise en ligne rapide d'un site dynamique sans besoin de rien programmer. Ça, c'est le gros avantage. C'est pour ça que WordPress est populaire. Les gens qui ne connaissent même pas l'informatique peuvent utiliser WordPress juste en faisant des clics dans un navigateur web. Ils sont capables de créer une page web. Plusieurs templates visuels disponibles. Il y en a des gratuits et des payants. Donc, c'est sûr que les gratuits, on les retrouve un petit peu partout parce que beaucoup de gens ont utilisé les genres de templates, les genres de visuels qui sont gratuits. Donc, il y en a un paquet qui sont gratuits. Il y en a quelques-uns. Si vous voulez avoir un site web qui est vraiment dynamique, qui sort de l'ordinaire, bien souvent, les gens vont aller payer un petit peu d'argent pour être capable d'avoir un site web qui est un peu différent. Vous avez plusieurs options. On appelle ça en anglais des plugins, disponibles pour une foule d'ajouts rapides aux fonctionnalités de base. Donc, mettons, vous voulez avoir un forum sur votre site web. Vous voulez avoir, par exemple, un endroit où vous allez pouvoir vendre des choses et payer. Vous voulez avoir, par exemple, des espèces de journal où les gens peuvent répondre. Donc, ça, c'est possible de base d'avoir un site web qui permet de faire ça sans avoir une ligne de programmation à faire. Donc, je vous dis toujours, c'est à peu près en 5 minutes pour quelqu'un qui est expérimenté. On peut installer un site WordPress puis l'utiliser. Mise à jour facile et simple de WordPress puis de toutes ses fonctionnalités, tous ses plugins. Site fait pour un blog avec gestion des commentaires. De base, vous pouvez avoir un blog, puis les gens qui utilisent votre site web peuvent écrire des commentaires. Par contre, il va falloir gérer ces commentaires-là. Documentation complète. Mettons qu'il n'y a pas de prof pour vous aider. Vous n'avez pas un collègue qui est là pour vous aider. Vous pouvez chercher sur Internet. Il y a plein d'informations sur WordPress pour vous aider à travailler. Grande communauté. Il y a tellement de sites qui sont faits avec WordPress. Donc, il y a plein d'informations qui sont disponibles. C'est une grande communauté. Désavantages de WordPress. Problème de sécurité. Emplacement du panneau administrateur connu de tous. Donc, tout le monde qui a déjà fait du WordPress, on sait il est où le panneau d'administrateur. Certains plugins peuvent comporter des scripts pour hackers de votre site. Donc, si vous allez chercher des choses gratuites sur Internet qui ne sont pas officialisées par WordPress, il peut y avoir du code qui a été programmé par quelqu'un de malveillant. On ne le sait jamais, ça peut arriver. Prise en charge de personnalisation de thème ou de fonctionnement à comprendre. Des fois, vous allez chercher un thème, il est super beau, mais il a été programmé par quelqu'un d'informatique comme moi puis qui n'a pas mis beaucoup de documentation. Donc, ça prend des fois, pour modifier des choses un peu complexes, ça prend des gens en informatique qui sont capables d'aller jouer dans le code. Puis le code, souvent, il n'y a pas juste du HTML. Le code, la plupart du temps, a été fait en PHP. Donc, ça prend des gens qui connaissent le PHP pour aller modifier le code, les thèmes qui sont derrière. Ajout de fonctionnalités avec un plugin, des fois, qui sont complexes. Donc, il y en a certains qui sont super faciles. Vous l'installez, bang, ça fonctionne. Il y en a d'autres où ça prend quelqu'un d'un peu plus expérimenté pour comprendre. Si on ajoute des plugins qui fonctionnent, chacun de façon indépendante, ça se peut que ça ne soit pas capable de se parler entre eux autres. Donc, certains plugins qu'on va installer fonctionnent bien, mais tu en ajoutes un autre, ça crée un conflit. Donc, ça peut créer un problème. On parle ici d'un exemple entre français et anglais. Ça peut causer un problème. Tu installes un plugin anglais, ça se peut qu'il ne communique pas bien avec les autres plugins qui sont en français. Le design et la structure du site font en sorte que de faire un site qui est un peu lourd, qui est un peu complexe. Avant même d'avoir fait une page web, le site web contient plus que 25 fichiers, avec des langages comme du JavaScript, plusieurs fichiers en jQuery, plusieurs fichiers CSS. Pour ceux qui ne connaissent pas l'informatique, ça peut être un peu complexe de comprendre un petit peu ce qui se passe dans le plugin ou dans la page web de base qui est installée. Donc, à ce moment-là, il ne faut pas s'aventurer à faire des choses trop compliquées si vous ne connaissez pas la programmation informatique. Donc, je descends un petit peu. Nos premiers pas avec WordPress. Comment ça fonctionne WordPress? Bien, on vous indique là-dedans que c'est possible de terminer la fameuse installation en à peu près 5 minutes. Bon, ce n'est pas tout à fait vrai. Quelqu'un qui ne connaît pas tout à fait l'informatique, il va falloir qu'il lise la documentation. Ça va être un peu plus long que 5 minutes. Okay?
Mais admettons que ça a été fait par quelqu'un qui connaît l'informatique. Moi, j'en ai déjà fait. Live avec mes étudiants, pendant 5 minutes, on avait installé un site WordPress. Après ça, il ne faut pas compter ses heures, il ne faut pas compter le temps qu'on va mettre dessus pour le rendre à notre goût. Donc, une fois qu'on l'a installé, ben, on commence à faire du WordPress. On utilise, par exemple, un didacticiel qui va nous permettre de changer l'intérieur du programme. Donc, on va être capable de, après une connexion, vous avez la belle petite fenêtre qui apparaît là, vous rentrez votre username, vous rentrez votre password, puis là, une fois que ça c'est fait, vous allez pouvoir voir votre page web. De base, il va y avoir une page par défaut. Après, ça va être à vous d'aller changer cette page-là et de la modifier. Donc, le gros défi de faire un site web en WordPress, c'est de mettre un petit peu de temps, d'aller jouer dans son site web, puis de le modifier. Pour ça, vous devez être administrateur de votre propre site web. Donc, ce qu'on va faire souvent, c'est qu'on va mettre l'adresse. Vous avez un exemple ici. Vous allez ajouter à la fin de l'adresse un / wp-admin. Donc, avec votre nom d'usager, votre mot de passe, si la personne en informatique vous a mis administrateur, vous allez être capable d'être administrateur de votre site web, d'avoir une section administrateur qui va vous permettre justement d'aller créer votre site web comme vous le voulez. Donc, il y a certains thèmes qui vous sont fournis également avec un formulaire de connexion. Une fois que ça c'est fait, on se connecte à WordPress avec notre identifiant puis notre mot de passe, puis on rajoute à notre adresse web wp-admin. C'est connu de tous, c'est comme ça que ça se fait avec toutes les WordPress. Ça va nous permettre d'aller jouer dans nos pages web, de s'amuser un petit peu et de modifier le contenu de notre page web, de nos pages web. Partons du début. Une fois qu'on est connecté, on va trouver un panneau d'administration. On appelle aussi le tableau de bord. Donc, ça, c'est un peu le cerveau du site web, l'endroit où on peut laisser sa créativité s'exprimer. On peut écrire des beaux textes dans nos pages web, concevoir le meilleur site du monde. Bon, c'est ici que l'organisation du site de commerce commence. Ce n'est que le début. Donc, on a un petit imprimé écran ici là, de ce que ça peut ressembler, le tableau de bord. Je vais vous faire une démonstration par la suite. Donc, vous avez la partie gauche où vous avez toutes les choses que vous pouvez modifier dans votre site web. Vous avez la partie droite où vous allez pouvoir choisir ce que vous voulez modifier, insérer des images, insérer des textes, insérer des nouvelles pages web, etc., etc. Donc, le but de WordPress, c'est vraiment d'apprendre comment fonctionne le tableau de bord. Perfect. Donc, se connecter, c'est une chose. Une fois que vous êtes connecté, c'est parfait. Après ça, il faut apprendre comment fonctionne le tableau de bord. Je compare ça un petit peu à apprendre comment fonctionne un logiciel de traitement de texte comme Word, comment apprendre à faire du Excel. Donc, dans le fond, quelqu'un peut ne pas avoir fait de programmation du tout, puis être capable d'aller jouer dans le menu de gauche ici, puis de venir changer l'apparence de son site web. Donc, en haut de l'écran, dans la zone appelée barre d'outils, cliquez sur le lien portant sur le nom de votre site web. Donc, parce que des gens peuvent avoir plusieurs sites web. Donc, on clique sur le lien qui parle de notre site web. Puis là, on va voir le nouveau site WordPress. Si vous aimez ça, vous n'aimez pas ça, peu importe. Vous le regardez, vous jouez dedans, vous allez faire des petites modifications. Vous allez apprendre un petit peu comment ça fonctionne. Survol de votre site WordPress. Vous pouvez toujours cliquer sur le survol de votre site WordPress pour aller voir ce qu'il a l'air. Ce que les gens vont voir quand ils vont aller sur votre site. Donc, il y a deux parties. La partie administrateur avec le tableau de bord qui permet de modifier les pages web. Puis, il y a la partie de survol de votre site WordPress qui va vous permettre de voir le site web comme les gens vont le voir quand ils vont se connecter sur votre site web. Il existe plusieurs thèmes. Il y en a qui sont plus populaires que d'autres. Moi, des fois, j'arrive sur un site web, je reconnais, je n'ai même pas besoin d'aller voir plus profondément. Je vois que c'est un site WordPress parce qu'il y en a qui utilisent souvent les mêmes thèmes gratuits. Donc, prenez le temps de regarder le site avant de commencer. Le 2015 thème, ça, c'est un des thèmes populaires, donc on le rencontre souvent. Donc, il faut commencer par jouer dans son site puis essayer de comprendre un petit peu qu'est-ce qu'il nous présente, comment ça fonctionne. C'est important de voir comment le thème par défaut WordPress, 2015 thème, est conçu et comment il fonctionne. Donc, première des choses, peut-être jouer dans ce thème-là avant de changer l'apparence. Vous allez pouvoir changer l'apparence de ce thème-là, mais première des choses, il faut apprendre à comprendre un petit peu comment ça fonctionne. Considérez ceci comme un vol d'essai avant de commencer à ajouter vos fonctionnalités spéciales.
Donc, on vous présente, on vous regarde, il y a des thèmes, on peut changer les thèmes, on peut changer les apparences de notre site web, on peut définir l'aspect du site d'affichage de contenu, les thèmes par défaut. Il y a des en-têtes, il y a des pieds de page, il y a des barres de menu, on peut ajouter des pages, donc un paquet de choses qu'on peut faire avec ça. Donc, je ne regarderai pas tout le texte que dans les notes de cours. Je vous invite à survoler le texte qui est là parce que vous allez en avoir de besoin si vous voulez faire un site WordPress. Faites défiler les pages vers le bas, remarquez la barre et son extrémité. On appelle le pied de page qui est en bas. Donc, c'est marqué souvent fièrement propulsé par WordPress. Donc, un site WordPress, habituellement, question de droit d'auteur, dans le bas complet du site, ça va être souvent écrit que c'est fait par WordPress. Fait qu'on ne peut pas se tromper. Il y a différentes catégories dans les écrans d'administration. Donc, on va regarder tranquillement, pas vite, quelles sont les catégories là-dedans. On dit que tout est dans le détail. Si vous ne faites rien, vous allez avoir un site web, mais il n'y aura pas votre contenu. Donc, on vous dit l'important, c'est dans le détail, de prendre le temps de faire son site web, de penser à ce qu'il va y avoir à l'intérieur. Puis ensuite de ça, il faut apprendre tranquillement, pas vite, comment fonctionne WordPress. J'ai des étudiants qui ont fait des sites avec WordPress. Ils ont mis plusieurs semaines à tout apprendre comment ça fonctionne dans WordPress. Donc, avant de réussir à faire un site web. Donc, il y a un petit peu de temps à mettre dans WordPress pour apprendre comment ça fonctionne, pour pouvoir faire un site qui a de l'allure. Un petit tour dans les parages. Première des choses, chaque site a un thème. Donc, comme on vous disait, dans le haut des notes de cours, il y a des thèmes qui sont gratuits. Il y en a un paquet, il y en a des dizaines et des dizaines et des dizaines sur Internet, des thèmes qui sont gratuits. Donc, souvent, vous allez avoir un thème avec, par exemple, le menu en haut, le menu à gauche, des pages web qui défilent de telle façon. Donc, il va falloir évidemment prendre un peu de temps pour tester les thèmes, puis voir quel thème vous intéresse puis correspond à votre entreprise. Donc, déjà là, c'est un petit peu de temps qu'il faut passer pour trouver un thème de WordPress. Ensuite de ça, le thème qu'on va avoir trouvé, qu'on aime bien, il va falloir passer un peu de temps pour le modifier. Donc, tout simplement, c'est ce qu'il faut faire pour commencer. On va faire un survol ici des écrans d'administrateur de WordPress. Donc, ça, c'est la partie importante, que si vous faites un site en WordPress, vous allez avoir besoin de mettre du temps là-dessus. Donc, premièrement, il y a le tableau de bord de l'administrateur de WordPress, dans l'administration. Donc, dans le tableau de bord, vous avez la partie gauche, vous avez la partie centrale où vous modifiez des choses. Donc, dans le tableau de bord, il y a plusieurs menus dans lesquels vous allez pouvoir modifier, par exemple, l'image de fond, modifier les caractères, la couleur des caractères, l'emplacement des éléments, créer des nouvelles pages. Donc, ça, c'est vraiment la partie principale. Donc, vous avez une petite liste des différents éléments du menu. Donc, vous avez le tableau de bord, vous avez les articles. Par défaut, il y a des articles sur la plupart des sites web. Vous avez les médias. Exemple, vous voulez insérer des vidéos, vous voulez insérer, par exemple, des images qui correspondent à votre entreprise, parce que par défaut, il va y avoir des images, mais ce ne sera pas votre entreprise. Vous voulez insérer des liens. Vous voulez ajouter des pages à votre site web. Bien, c'est sûr qu'on va faire, c'est sûr et certain. Il y a les commentaires. On peut gérer les commentaires. L'apparence du site web. Les extensions. Si on veut ajouter, par exemple, la météo dans notre page web, il va y avoir des extensions qui vont nous permettre de faire ça. Vous voulez ajouter des utilisateurs. Vous voulez, par exemple, que quelqu'un puisse se connecter à votre site web et venir mettre des commentaires. Donc, vous allez pouvoir ajouter des utilisateurs. Il y a des outils qui nous permettent de jouer un petit peu avec les images, les agrandir, les rapetisser. Puis, il y a des réglages. Donc, tous ces éléments-là, dans le panneau de tableau de bord, du panneau de configuration de l'administrateur, on va avoir à apprendre à jouer un petit peu avec tous ces éléments-là pour pouvoir faire un site web qui a de l'allure. Et on dit qu'il y a des liens dans la liste ci-dessous, vous donneront une série d'articles qui vous guideront à travers tout ça. Donc, vous avez un exemple d'écran ici, on peut changer la couleur d'une certaine partie de page web. Vous avez des thèmes déjà préconçus, donc des couleurs qui vont bien ensemble. Vous pouvez toujours changer ça, mais ils ont déjà pensé à vous en mettant des thèmes avec des couleurs qui vont bien ensemble, qui sont prédéfinis. Donc, vous pouvez utiliser les thèmes qui sont déjà là ou les modifier selon ce que vous avez de besoin. On peut cliquer sur l'onglet utilisateur, l'écran va changer, puis vous allez voir le panneau appeler tous les utilisateurs. Donc, vous allez pouvoir gérer les utilisateurs qui utilisent votre site web. Changement d'aspect rapide. En quelques clics, on peut changer l'apparence de notre site web en changeant de thème, etc. Donc, ça, on va voir à faire ça normalement quand on fait un site web. Écriture et gestion des articles. Si vous permettez, par exemple, aux utilisateurs d'ajouter des articles ou vous-même, comme administrateur, vous voulez mettre des articles en ligne,
pour parler de ce qui intéresse les gens qui vont sur votre site web. Donc, vous pouvez gérer les articles, en faire apparaître, en faire disparaître, ajouter des nouveaux articles, etc. Donc, par défaut, WordPress est très fort sur la gestion des articles. Donc, ajouter des articles à votre site web, c'est assez facile avec WordPress. Donc, je passe rapidement là-dessus. Je ne vais pas lire tout le texte qui est là. Quand vous avez un article, par exemple, que vous voulez publier, vous pouvez cliquer sur le bouton « Publier ». À ce moment-là, cet article-là va apparaître sur votre site web. Encore une fois, je répète, vous n'aurez même pas besoin d'aller faire du code. Vous n'avez pas besoin d'être un programmeur. Juste à écrire dans un petit éditeur de texte qui est déjà disponible dans WordPress. Puis vous allez pouvoir publier un article assez facilement. Il y a des étapes de planification pour faire un site web. Donc, on vous parle un petit peu des étapes de conception d'un site web. Donc, si vous avez à faire un site web, vous devez penser à ces choses-là. Que vais-je faire de mon site? Est-ce que je vais passer beaucoup de temps dessus? Est-ce que j'ai un employé dans mon entreprise qui va passer beaucoup de temps sur le site web pour le mettre à jour? Qui va lire mon site web? Est-ce que c'est des clients? Est-ce que c'est des gens qui vont venir sur mon site par hasard? Quel type d'informations je vais publier sur mon site web? Pourquoi je fais cela? Pour qui je le fais? Donc, ça peut être important. Si vous faites un site web pour des sportifs, vous allez peut-être faire un site web à l'allure sportive. Donc, si vous faites un site web de conception de nourriture, un restaurant ou quelque chose comme ça, vous allez faire peut-être un site web pour donner l'appétit aux gens ou des choses dans ce style-là. Quelle sera la périodicité? Quelle sera la périodicité de mes publications? Ça veut dire, est-ce que je vais en mettre souvent, à toutes les semaines, à tous les mois, une fois par année? Donc, ça peut être important. Donc, à quoi ressemblent les informations? Site web parle de ci, de ça. Ça couvre tel sujet. L'audience sera, je prévois publier tous les... Je fais de ce site parce que je veux vendre quelque chose. Je fais de ce site parce que je veux me faire connaître, etc. Donc, c'est le genre de questions qu'il faut se poser avant de concevoir le site web. On peut commencer à les jouer dans le site web puis regarder ce qu'on peut faire avec. Mais avant d'y aller, il faut avoir un plan. Donc, il faut penser à ce qu'on veut avoir sur le site web avant de le faire, avant même de choisir un thème de façon définitive. Perfect. Il faut savoir comment utiliser les informations. On vous indique, exemple ici, ce site web a été créé pour fournir de l'information à propos des ordinateurs. Page web d'Internet traitera des sujets suivants: astuces pour les ordinateurs, design des pages web et actualités concernant Internet. Donc, ça, le petit texte qui est là, nous indique que la personne a pensé quoi faire sur son site web. Donc, elle va déjà penser aux catégories. Elle sait déjà quelle catégorie il va avoir sur son site web. Elle va pouvoir créer son site web en conséquence. Maintenant, quelles sous-catégories vont prendre place dans les sujets? Donc, vous avez un exemple ici de sous-catégorie. La personne va travailler sous Windows, Linux. Donc, je passe rapidement là-dessus parce que c'est un exemple concret. Pourquoi on fait ce site web-là, etc. Donc, on reprend chacun des éléments. Donc, si vous n'avez pas bien compris ce que j'ai indiqué tout à l'heure, faites un petit rewind. Reculez. Puis là, vous êtes capable de réécouter pourquoi on fait un site web, comment on prépare son site web. Quelles informations voulez-vous partager? Voulez-vous que les gens laissent des commentaires? Donc là, je me répète un peu. Si jamais ça vous intéresse, bien, vous avez juste à lire chacun des commentaires qui est ici dans les notes de cours. Ça va vous indiquer comment l'utiliser. La configuration du site web, bien, avant de toucher à l'apparence graphique du site, il reste quelques tâches d'administration à faire pour le configurer. Regardez comment faire votre première installation d'extension. La barre d'administration va vous permettre d'installer des extensions. Vous allez pouvoir apprendre comment faire des extensions. Création des catégories. On peut créer des catégories pour ajouter des catégories sur notre site web. Donc, c'est pour ça, si vous avez pensé à votre site comme il faut, vous allez pouvoir ajouter des catégories sur votre site web. Administration de WordPress, gestion des catégories. On vient d'en parler un petit peu. Donc, vous avez un exemple ici où la personne a déjà pensé aux catégories qu'elle va utiliser sur son site. Mettre des articles dans les catégories. Donc, on peut travailler dans l'onglet articles, vous avez catégories. Vous pouvez cliquer sur tous les articles, voir tous les articles ou les voir seulement par catégorie. Vous pouvez en supprimer, vous avez une corbeille. Vous pouvez en créer des nouveaux. D'en mettre à jour, d'en afficher, puis ne pas en afficher. On peut se protéger du spam aussi. Donc, on vous invite ici à aller lire sur l'introduction gestion du spam, parce que le spam, c'est des gens qui vont venir sur votre site web et qui vont peut-être essayer de faire des choses malveillantes. Donc, ça pourrait être intéressant d'avoir un peu d'informations là-dessus
pour ne pas vous faire avoir, pour que votre site web, le problème avec WordPress, on l'a vu au début du cours, c'est que c'est connu de tout le monde. Donc, plusieurs gens sont capables de venir insérer du spam dans vos articles, dans les commentaires. Donc, ce serait bien d'avoir une gestion des commentaires pour que l'administrateur accepte un commentaire avant de l'afficher sur le site web. Donc, tout ça, WordPress permet de le faire. Personnalisation de son site WordPress, bien là, on se répète un petit peu, trouver un thème, personnaliser l'apparence, c'est les étapes qu'on va faire, améliorer le site avec des extensions. C'est toutes les étapes qu'on va faire quand on va créer un site web. Donc, ça, c'est important. Toutes les étapes qui sont là, on va les utiliser. Donc, on vous parle du thème, première des choses à faire. Personnaliser l'apparence, vous allez mettre beaucoup de minutes là-dessus, juste pour personnaliser l'apparence du thème que vous allez avoir choisi. Puis ensuite de ça, apprendre à mettre des extensions pour ajouter des éléments à votre site web. Donc, ça, c'est les 3 grandes étapes qu'on va devoir faire quand on utilise un site avec WordPress. On vous parle un petit peu des extensions, on va y revenir un petit peu plus tard. Donc, ça termine la présentation de WordPress. Ce que je vais faire avec vous autres, c'est une petite démonstration de ce que ça a l'air physiquement à WordPress quand on se connecte dessus. Bon, on va y aller avec la partie démonstration. On va commencer par la partie technique. Là, je me suis connecté sur mon serveur. Donc, sur mon serveur, c'est un serveur web qui permet de faire des sites web, puis de concevoir aussi, tout simplement, dans ma partie web, de tout simplement installer WordPress. Donc, au cas où vous en auriez besoin un de ces jours, je vous fais ma petite démonstration. Dans mon serveur web, je m'en vais à la racine ou à l'endroit où je dois tout simplement installer mes pages web. Moi, dans mon dossier MERS, ici, c'est l'endroit où je place mes pages web. Donc, vous allez voir, j'ai 3 versions. Ici, j'ai installé 3 sites web de WordPress. Donc, la démonstration que je vais vous faire aujourd'hui, c'est avec la version 2. Donc, j'ai tout simplement décompressé le fichier WordPress à la racine de mon serveur web. Ici, donc, j'ai WordPress 2. Quand je l'ai décompressé, même avant d'avoir écrit une page web ou quoi que ce soit, bien, j'ai tous ces documents-là qui ont été décompressés puis dans des dossiers différents. Donc, ça, c'est la première partie. Aller chercher le web, aller chercher le WordPress, le décompresser à la racine de son serveur web. La deuxième partie, si je vais dans mon navigateur, je peux me connecter à un endroit qu'on appelle PHPMyAdmin qui me permet de créer une base de données WordPress. Donc, si j'ai créé une base de données WordPress 2, qui, ensuite de ça, après avoir installé WordPress, avoir suivi toutes les informations que vous aviez dans les notes de cours, regardez, il m'a créé un paquet de bases de données sur les usagers, etc., sur les commentaires, etc., de tout ce qui est dans WordPress. Donc, ce n'est pas moi qui les ai créés, toutes ces tables-là. Ça s'est créé tout seul à l'installation de WordPress quand j'ai fait les premières étapes d'installation. Donc, je commence par décompresser mon fichier que j'ai été chercher sur Internet. Je le mets au bon endroit sur mon serveur web. Ensuite de ça, je vais me créer une base de données WordPress 2. Puis, dans mon cas, c'est WordPress 2. Vous autres, ça pourrait être WordPress tout court. Puis ensuite de ça, quand je fais les premières étapes d'installation, quand je me connecte, il va tout simplement créer toutes ces tables-là dans ma base de données. Si vous allez sur un site que c'est déjà fait pour vous, mais vous n'aurez pas à faire ces étapes-là. Vous allez tout simplement avoir à vous connecter à votre site web pour concevoir votre site web et le modifier. Avant même, après avoir fait les premières étapes, bien, si je vais sur mon site de WordPress 2 ici, regardez dans mon navigateur, je me suis mis des raccourcis. Regardez, j'ai un site WordPress 2 qui apparaît ici comme ça. Donc, tout simplement ici, là, je vois ma page. Moi, c'est une page sur les bonbons que je me suis créée avec un personnage de Star Wars juste pour rire comme ça. Donc, j'ai déjà, avant même d'avoir fait quelque chose, d'avoir modifié des données à l'intérieur, j'ai déjà un site qui existe avec un thème. Donc, après ça, ce que je dois faire, c'est décider du thème. C'est les 3 étapes que je vous avais mentionnées. Ensuite de ça, modifier mon thème. Puis ensuite de ça, voir si je peux ajouter des plugins, des espèces de petits condensés de ce que je veux faire avec mon site web. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se connecter en mode administrateur. En mode administrateur, tout simplement, ce que j'ai ajouté dans ma barre d'adresse ici, c'est le wp-login.php. Donc, il va m'apparaître une belle petite page comme ça. On va me demander mon identifiant. Dans mon cas, à moi, ici, c'est bonbon. Et mon mot de passe, ici. Normalement, là, l'identifiant et le mot de passe, si vous allez sur un site web qui vous fournit un WordPress,
C'est l'administrateur du site web qui va vous fournir l'identifiant et le mot de passe. Donc, je me connecte avec mon identifiant et mon mot de passe. Vous allez voir la différence. Oh, j'ai fait une erreur dans mon mot de passe. Ça valait la peine de l'avoir pratiqué avant. Donc, j'arrive ici dans l'administration de mon site web de WordPress. Donc, vous voyez ici, il y a des mises à jour que je pourrais faire pour WordPress. Donc, il se connecte en ligne puis vérifie s'il y a des mises à jour à faire pour le WordPress. Puis, je peux ici venir travailler sur mon WordPress, donc changer l'apparence. Comme par exemple, ici, si je vais dans l'apparence, thème, vous allez voir dans les thèmes de WordPress, il m'en suggère quelques-uns. Donc, présentement, moi, j'en ai un thème qui est utilisé ici. Je pourrais le changer, puis ma page web apparaîtrait complètement différente. Donc, si je clique sur le petit plus ici, je vais faire apparaître, par exemple, avec ma barre d'adresse ici, je vais faire apparaître mon thème. Je vais pouvoir travailler et voir la différence entre les deux. Ça, c'est ma page web. Ça, c'est ce que les clients vont voir. Ce que je peux faire par la suite, c'est revenir dans ma partie administrateur, puis exemple, changer le thème. Si je clique sur ce thème-là, je clique sur Activer. Donc, il va changer mon thème WordPress. Si je viens ici, je fais tout simplement actualiser ma page web. Regardez, mon thème a complètement changé. Donc, l'apparence, le thème que j'utilise pour mon site web a complètement changé. Juste en 2 clics, dans ma partie administrateur où je suis venu changer mon site web, le thème de mon site web. Si je reviens au thème de départ, ici, comme ça, donc je pourrais venir le personnaliser ou tout simplement travailler avec ce thème-là. Si je reviens dans le thème ici, je pourrais prendre celui-là, l'activer. Puis je reviens à ma page web. Je fais un petit rafraîchissement. Puis là, vous allez voir, c'est un tout nouveau thème qui apparaît pour mon site web, complètement différent. Donc, je peux changer les thèmes en quelques clics comme ça. Une fois que vous avez choisi le thème qui vous intéresse, en passant, vous pouvez cliquer sur « Ajouter un thème ». Vous pouvez aller voir sur Internet les thèmes qui sont disponibles. Regardez, il y en a plusieurs ici, là. Il y en a qui sont payants, puis il y en a qui sont gratuits. Donc, c'est à vous autres de fouiller si jamais vous voulez aller chercher un thème différent. Donc, vous regardez le thème qui vous intéresse, puis vous pouvez comme ça le choisir. Vous avez mis en avant les plus populaires, dernière date, filtre de fonctionnalité. Donc, vous pouvez choisir par le type de site web que vous aimeriez avoir. Donc, il y en a qui sont payants, il y en a qui ne le sont pas. Si je clique sur celui-là, par exemple, je pourrais cliquer tout simplement sur « Installer ». Puis là, je vais regarder avant s'il est payant ou s'il n'est pas payant. Je pourrais cliquer sur « Installer ». Il pourrait m'installer un nouveau thème, donc nom de l'autre, etc. Donc, je ne vais pas le faire dans le cadre de ma démo d'aujourd'hui. Je vais revenir à la base. OK, je reviens tout simplement à mon site ici. J'ai remis mon thème d'origine. Je vais rafraîchir. Regardez, ça revient à mon thème d'origine. Donc, sur mon thème d'origine, ben, j'ai « Bonjour, vive les bonbons ». Je peux aller voir aussi les pages web. Regardez, je peux cliquer sur Bonbons, modifier mon profil. J'ai le thème du tableau de bord, en tête, etc. Donc, je peux voir mon thème qui est ici. Je peux cliquer sur la page, par exemple, Viva les bonbons, afficher les commentaires. Je peux aller voir les commentaires qui ont déjà été laissés sur mon site web, comme ça. Je peux aussi retourner à ma page de base, puis aller voir, par exemple, ça c'est la page des bonbons, c'est la page d'accueil. Je peux aller voir une autre page que j'ai faite, page de bonbons. Donc, je me suis inséré des images comme ça, avec une petite blague ici, par exemple. Si je clique sur la petite blague, Yvan, que se passe-t-il? J'ai été au restaurant chinois hier, j'ai demandé s'il servait des nouilles. Et tu ne savais pas ce que le serveur m'a répondu. On sert tout le monde ici. C'est une vieille blague, là, mais en tout cas, imaginez le Yvan que vous voulez. Donc, si je reviens ici, bon, je peux voir comme ça, là, modifier ma page web. Donc, si je reviens, par exemple, si je veux voir le contenu ici, je vais sur le site, puis je vois ici, je vais aller voir ma page sucette aux fraises. J'ai inséré des images, vous voyez que je suis un fan de Star Wars. J'ai mis des sucettes aux fraises avec revenir à la page de départ, je peux revenir à ma page. Donc, facilement, en quelques minutes, j'ai fait un site web comme ça sur les bonbons. Donc, si je reviens à ma partie administrateur, mon tableau de bord, donc je vois la partie gauche en noir qui apparaît ici, où je peux venir modifier mon site.
Comme par exemple, tous les articles, je peux aller voir tous les articles qui sont ici. Donc, je peux aller voir les articles, modifier là, son nom classé. J'ai différents articles, j'ai des pages web. Donc, je peux en ajouter, je peux en enlever. Pour ce qui est des médias, si je vais voir dans la bibliothèque, regardez, je peux insérer des images comme ça que je vais utiliser dans mon site web. Donc, je peux aller chercher des images, insérer des images. Pour ce qui est de mes pages, j'ai 2 pages ici présentement. Donc, je peux aller ajouter des pages ou je peux tout simplement venir modifier mes pages. Pour ce qui est des commentaires, je peux venir gérer mes commentaires. Donc, mes commentaires que les gens ont laissés sur mon site web, je peux approuver les commentaires ou les désapprouver, faire en sorte qu'ils soient affichés ou qu'ils ne soient pas affichés. Pour ce qui est de l'apparence, vous l'avez vu tout à l'heure, il y a les thèmes, il y a les widgets qu'on peut ajouter, il y a des menus qu'on peut ajouter, se créer nous-mêmes des propres menus. L'entête de ma page, modifier l'entête de ma page ici, avec des couleurs, avec une image différente que j'ai déjà téléchargée ou quelque chose dans ce style-là. Je pèse sur le X pour reculer. Je peux ajouter des extensions, aller chercher des extensions qui seraient utiles pour mon site web. Il y a les utilisateurs qui utilisent mon site web, comme là, premièrement, là, c'est moi le seul administrateur du site web. Donc, je pourrais ajouter des utilisateurs. Il y a des outils. Je peux ajouter, par exemple, publier un article, etc. Puis, il y a différents réglages que je peux faire sur mon site web. Le titre de ma page web, l'adresse URL, des choses comme ça, format de date, format d'heure qui apparaît sur pour ma page web, la semaine, etc. Donc, ça ressemble un petit peu à ça. C'est un peu comme apprendre à utiliser un logiciel comme Word ou Excel. Tout ce que j'ai à faire, c'est d'apprendre à cliquer ici dans la partie gauche pour venir modifier mes pages web. Mettons, je clique là-dessus. Bonjour tout le monde. J'ai le texte qui apparaît ici. Puis, mettons, je rajoute ici COVID pour être dans l'actualité. Comme ça. Si je clique sur, mettons, mettre à jour, Perfect. ça va enregistrer tout simplement les modifications que j'ai faites. Puis si je vais sur ma page web, ça va être marqué ici « Bienvenue dans le site de WordPress ». C'est votre premier article. Lancez-vous. Puis là, c'est marqué COVID. Donc, vous avez vu, c'est vraiment facile. J'ai juste ajouté du texte. J'ai cliqué sur mettre à jour. Puis ça l'a tout simplement mis à jour mon site web. Donc, c'est vraiment facile à utiliser. Le plus difficile, c'est d'apprendre à utiliser la partie administrateur ici. Donc, le tableau de bord. Puis venir changer, savoir comment travailler avec les menus qui sont ici pour modifier ma page web qui est à droite ici. Donc, puis ensuite de ça, je peux aller voir le résultat que ça donne. Donc, c'était ma première petite présentation sur WordPress. Donc, dernier petit commentaire. Pour les étudiants en serveur web, la semaine prochaine, c'est une semaine d'examen. Donc, vous allez devoir faire un examen à distance. Donc, c'est-à-dire mardi prochain, entre 10h et midi. À 10h01, je vais vous envoyer l'examen par Mio. Ça va être un document Word. Vous allez devoir le remplir au meilleur de votre connaissance. Vous avez le droit à vos notes de cours. Donc, vous pouvez fouiller dans les notes de cours, faire ce que vous avez à faire. Puis ensuite de ça, vers midi, je vais vous demander de me renvoyer l'examen complété. Donc, vous allez avoir 2 heures pour faire l'examen. Je vais vous demander de vous connecter à Teams, de laisser vos caméras ouvertes pour que je puisse vous voir. Perfect. Puis, par contre, pendant que vous allez faire l'examen. Donc, vous avez droit à vos notes de cours, mais vous allez avoir 2 heures pour faire l'examen. Puis, à midi, vous allez devoir me retourner l'examen complété par Mio aussi. Donc, c'est comme ça que ça va fonctionner. Vous avez des questions, vous viendrez me rencontrer. Ça va être quoi la matière à examen? Officiellement, la matière à examen, ça va être un petit peu ce qu'on a vu depuis le premier examen jusqu'à aujourd'hui. Donc, je l'ai devant moi. Si je regarde, il va y avoir évidemment beaucoup de vrai ou faux sur la matière. Il y a une grosse partie de l'examen qui va être sur les bases de données. Donc, les bases de données en général, le SQL, puis un peu les bases de données, le MySQL. Donc, si vous avez fait le laboratoire, si vous êtes capable vous avez fait le laboratoire, ça va être important pour vous de travailler là-dessus. Donc, je vais avoir des questions là-dessus. La matière, ça va être jusqu'à aujourd'hui. Donc, l'orienté objet, puis la partie WordPress, ça fait partie de l'examen numéro 2. Ensuite de ça, la partie aussi, vous aviez envoyé quelque chose sur le serveur. Ça aussi, ça fait partie de l'examen. Ça se peut que je vous pose des questions là-dessus. Évidemment, beaucoup de questions sur les bases de données. Je me répète, mais la plus grosse difficulté de cet examen-là, si vous n'êtes pas à l'aise avec les bases de données, ça serait peut-être bon de reviser un petit peu.
surtout la partie MySQL puis comment on travaille. Il y a la partie aussi du cours, si vous regardez ici, qu'on a fait aussi sur les expressions régulières. Donc, reconnaître une expression régulière. Je ne vous demanderai pas de m'en écrire une de A à Z, mais si je vous donne une expression régulière, par exemple, être capable de reconnaître si ça donne un numéro de téléphone ou quelque chose comme ça. Ensuite de ça, je vais vous demander assurément d'écrire des requêtes SQL. Donc, c'est sûr et certain que dans l'examen, vous allez avoir à écrire vous-même des requêtes SQL, créer des tables. Ensuite de ça, faire des requêtes, aller chercher du contenu dans les tables. C'est sûr qu'une des choses que je vais vous demander de faire à l'examen, il y a sûrement une ou deux questions qui vont être sur des requêtes SQL de jointure. Donc, les jointures, donc clé primaire est égale clé étrangère. Je rappelle, clé primaire égale clé étrangère. C'est sûr qu'il y a une ou deux questions sur les jointures avec les bases de données. Ensuite de ça, si les requêtes sont complexes, bien, je vais vous donner les requêtes, puis je vais vous demander de me donner le résultat de la requête. Donc, ça ne sera pas des requêtes super complexes, mais c'est ce que je vais vous demander. Ensuite de ça, il y a la petite partie sur si, par exemple, vous faites une page web pour un téléphone cellulaire ou une tablette. Donc, la partie vraiment mobile. Donc, ça se peut que je vous pose une ou deux questions pas trop complexes là-dessus parce qu'on n'a pas passé beaucoup de temps, mais ça se peut que je vous pose des questions là-dessus. Il y a la partie aussi clonage de page web. Ça fait un petit peu longtemps, ça, là, mais c'est sûr que je vous pose une question là-dessus. Je vais vous donner ma question déjà. Là. Je vais vous donner du code, puis je vais vous demander de comprendre le code, puis d'essayer de m'indiquer quelle ligne, qu'est-ce qu'elle fait. Donc, c'est sûr et certain que je vous pose des questions là-dessus. Être capable de tracer un programme, exemple, pour cloner une page web ou quelque chose qui ressemble à ça. Dernière question, ça va être comme à l'examen numéro 2. Je vous demande de m'écrire du code. Okay, donc, vous êtes averti à l'avance. La dernière question, je vous demande de m'écrire du code. Dans le premier examen, il fallait écrire du code qui venait d'un formulaire puis qui allait écrire dans un fichier texte. Pour le deuxième examen, ça va être quoi? Ça va être la même chose un petit peu, mais vous allez devoir aller écrire dans une base de données. Donc, comment faire pour se connecter à la base de données? Comment faire pour aller écrire dans une table ou aller lire le contenu d'une table? C'est sûr qu'à l'examen numéro 2, vous allez avoir à faire ça. Donc, vous êtes avertis, préparez-vous pour l'examen. Je vous rappelle que l'examen, ça va être la semaine prochaine. La semaine prochaine, ça veut dire que ça va être le 3 novembre à 10 h du matin. Donc, je répète, le 3 novembre, à 10 h du matin, par Mio, je vous envoie l'examen. Puis à la fin de l'examen, après les 2 heures, vous me renvoyez votre examen complété le mieux possible. Donc, bonne chance à tous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me voir sur les heures de laboratoire. Si vous avez des questions pour votre projet. Il y a encore une équipe qui ne m'a pas remis sa feuille. Donc, peut-être pensez à ça. Merci à tous. Bonne fin de journée. In case I don't see ya, good afternoon, good evening, and good night.